Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Cases, votre magazine spécialisé bande dessinée sur Watch TV que vous pouvez évidemment retrouver chaque semaine sur la chaîne Watch TV, sur notre partenaire BDGest qui relaie également toutes les émissions, et puis vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. On est tellement content de vous retrouver chaque semaine, une demi-heure entièrement dédiée au 9e art, avec aujourd'hui un invité qu'on est très content de recevoir. Il s'appelle Vendry, il est auteur, il est éditeur, il publie plein de très beaux livres chez Vrahoum. On va détailler avec lui sa production et ses très beaux ouvrages qu'il nous propose tout au long de l'année. On recevra également une auteure, parce que c'est quand même la semaine de la journée de la femme, c'est la semaine de la journée, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je revendique ça, ce sera le 8 mars, donc on est dans la période en tout cas, et donc on aura Ingrid Chabert qui viendra présenter son livre Écume, très beau roman graphique, autobiographique, on y reviendra tout à l'heure, et puis plein d'autres livres, plein de surprises, enfin voilà, ça c'est à suivre, et puis évidemment, on n'oublie pas notre cher, je parlais du partenaire, c'est BDGest, son représentant ici c'est Laurent Genati. Salut Laurent. Salut Emma. En duplex de la plaine, de la montagne, il est là-bas, il est loin, mais il est avec nous quand même. Bravo et merci d'être avec nous chaque semaine pour parler de bande dessinée. On va se faire une petite pause tout de suite parce que je suis très bavarde. Emma, tu pourrais me dire bonjour aussi. Oh pardon. En fait, il fait tellement partie des meubles. C'est ça, les meubles. Il est avec moi. Bonjour à tous. Nicolas Adolphi est avec nous évidemment. C'est comme un petit Bouddha qui est posé là, qui fait l'écho. Waouh. Écoutez, oui, il y a des invités et puis il y a des gens qui sont là avec nous dans le studio. Donc Vendry à ma droite, Nicolas à ma gauche, tous les garçons sont réunis pour démarrer cette émission. C'est parti. Ah, alors oui, donc c'est moi qui reprends le... On est un peu... Ce soir, c'est un peu particulier. Donc nous avons le plaisir de recevoir Vendry, donc éditeur célèbre dans le monde du 9e art. Ouais, c'est-à-dire une célébrité toute relative, mais oui. Mais relative, mais énorme quand même. Non, ne partons pas dans la fausse modestie. Alors, moi je suis chargé donc de présenter Vendry, et alors c'est très compliqué de présenter Vendry, parce que Vendry, c'est un homme qui fait 1000 choses, qui a toujours fait 1000 choses, de formation, alors entre le droit. Le droit, merci. Entre le droit et je ne sais plus où j'en suis, désolé, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Vous avez créé une première maison d'édition qui n'était pas vraiment une maison d'édition, qui s'appelait... Si, c'était une vraie maison d'édition, qui s'appelait Pierre, Papier, Ciseaux. Oui, c'était plus du fanzina qu'une maison d'édition, mais on avait déjà une espèce de politique... Enfin, j'avais, puisque là j'étais vraiment tout seul, une politique de maison d'édition, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un système, enfin c'est pas un fanzine dans le sens collectif, c'était à chaque fois des livres séparés, et on avait déjà édité le Moi-Jeu à l'époque. C'est ça, le fameux Moi-Jeu, voilà. d'Haute Picot évidemment, dont on va reparler d'ailleurs un petit peu plus tard, et puis il y a... c'était fait à l'arrache, d'après ce que je comprends. Oui, c'était fait avec les moyens du bord qui sont pas négligeables aux Arts Déco de Paris, ouais. Mais c'était vraiment complètement en loose day, c'est-à-dire que tout était pris à l'école. J'avais des crédits photocopie qui m'avaient été scandaleusement augmentés par un technicien ami. Enfin, on faisait des couvertures en sérigraphie, et puis après, en plus, et pour finir le truc, on vendait ça sous le manteau à ses propres potes, quoi. C'était vraiment une espèce d'économie de mafieux, ce qui m'a permis de me lancer dans la BD correctement après, quoi. Mais alors c'est dingue, parce que c'était les prémices de ce que vous alliez devenir, c'est-à-dire un auteur patenté, vous créez, vous réalisez réellement... tout un tas d'ouvrages, dont on voit d'ailleurs à l'image un certain nombre, et un éditeur, et ça va pas vous quitter de toute votre jeune vie, parce que vous êtes encore bien fringant. C'est ça, j'ai 25 ans. C'est exactement ça. Vous êtes aussi distingué plus d'une fois en tant que blogueur, d'abord d'une manière un peu particulière avec Donjon Pirate, avec l'opération Donjon Pirate. C'est-à-dire que pendant combien de temps ça a duré cette histoire ?
Ça a duré 2 ans, mais on va dire que, en fait, au départ, j'ai effectivement été blogueur. J'ai commencé un métier, j'avais qu'une trouille, c'était plus de plus faire de bande dessinée. Ouais. En réalité, j'en faisais déjà pas. Et en fait, toujours la malhonnêteté, je volais mon salaire. C'est qu'entre midi et 2, je réalisais une page de strip que j'envoyais au départ par mail à 30, 40, puis après j'avais 200, 300 personnes. Je passais plus de temps à envoyer le mail qu'à faire la page de strip parce que c'était vraiment du minimal, des ronds et des carrés. C'est là qu'un jour on m'a dit tu devrais faire un blog, tu sais, Larsenet a fait un blog. Alors je fais Larsenet a fait un blog, je vais faire un blog. Donc j'ai fait un blog et effectivement c'était il y a 10-12 ans, c'est-à-dire au moment vraiment aux prémices de la chose. Ouais. Et donc du coup c'était facile de devenir une star de blog puisqu'en fait il y avait 30 personnes. Ouais. Donc du coup il se trouve que j'ai fait partie effectivement de ce premier train. Ouais. Et puis donc tout en volant ardemment mon salaire à l'époque. Je salue mes patrons s'ils me regardent. Qui m'ont demandé à être remboursé. Voilà, la boîte a fermé, tout va bien. J'ai chatté un jour avec l'auteur qui s'appelle James, Laurent Percelet, et je sais pas, un moment sur un malentendu, où je lui dis tiens, on pourrait faire une fausse planche de donjon et tout machin, on ferait truc, parce que Trondheim venait de faire son comment on appelle ça, son Frantico. Ouais. Donc on venait savoir qu'en fait Frantico c'était Trondheim, il faut se replacer dans l'époque. Voilà, c'était Frantico, donc c'était un avatar de Trondheim en fait, qui est devenu hyper célèbre et personne ne savait qui c'était. Absolument. Et en fait c'est Trondheim qui avait fait ça. Donc du coup il y avait eu la révélation et j'ai proposé à James de faire des fausses planches de donjon qu'on ferait sous pseudo et il m'a dit c'est une bonne idée, et puis il n'a rien fait. Et du coup, j'en ai parlé à Monsieur Le Chien qui m'a dit moi, tu me fais une planche de scénar, je te le fais. Donc, quand j'ai fait une première planche, je l'ai publiée. Après, j'ai demandé à mon associé de l'époque de Varoum, Benoît Pratsey, qui m'en a fait une autre. Après, moi, j'en fais une troisième. Du coup, James a vu ça et m'a dit bon, je vais la faire. Du coup, on s'est trouvé un quatrième. Donc là, il n'y avait que des gens qui étaient dans la confidence. Ouais. Et après, j'ai écrit par un mail à Gali, mais sous pseudo. Sous pseudo Marcel. Je lui dis voilà, est-ce que ça te dirait de participer ? Et si tu as des gens à nous conseiller, eh bien n'hésite pas. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai réseauté comme ça, et en faisant que les gens qui participaient me renvoyaient vers d'autres gens. Ouais. Et à chaque fois, je faisais des crevards, je changeais de technique, et du coup, au bout d'un an, on a fait quand même une révélation, et puis après, j'ai continué une deuxième année. Alors c'est quand même drôle, parce que révélation à Angoulême d'ailleurs, et l'un des auteurs, Aubion, s'est trouvé être embauché à ce moment-là pour faire véritablement un donjon avec Lewis Trondheim. Ouais, c'était un peu la classe. Oui, c'était un peu C'était assez bien, mais du coup, après, j'ai même été un peu recruté sur des scénarios de dessins animés. Avec toute une équipe formée par Trondheim grâce à Donjon. Donc c'était on va avancer sur votre biographie qui est donc gigantesque. Il y a tellement d'histoires à raconter. Donc beaucoup de choses, donc des blogs certes, des livres aussi. J'ai même vu marquer chanteur d'opérette, mais ça on en reparlera une autre fois. J'étais dans les chœurs, ça va, on peut passer. C'est pas très important. Le Festiblog pendant des années, vous êtes une vraie célébrité au sein du Festiblog, surtout avec vos manteaux de fourrure connus. Tout est dans le look. Tout est dans le look, évidemment. Et c'est parce que vous ne savez pas vous habiller, c'est tout. C'est ça. L'organisation du prix Révélation Blog aussi à Angoulême. Voilà, qui s'est transformé en Révélation Line il y a 2 ans. Absolument. En fait, vous êtes vraiment un touche-à-tout. Moi, j'ai quand même une question à vous poser qui me paraît vraiment essentielle. Comment est-ce qu'on devient éditeur indépendant, et puis surtout, pourquoi ? Alors, moi, c'est une histoire assez connue que je répète souvent, c'est que de toute façon, je suis devenu éditeur sur un malentendu. C'est-à-dire qu'on a monté cette maison d'édition pour se faire reconnaître par les éditeurs comme auteur. Donc Varoum. Voilà. Mais ça a complètement foiré. On s'est fait repérer comme éditeur par les auteurs. Ouais. Et au départ, on avait commencé en éditant nos propres livres avec Benoît Pratsey, avec qui j'étais aux Arts Déco. Ouais. Je venais de rencontrer un éditeur, pas du tout éditeur de BD, un éditeur catho passionné et passionnant qui m'a expliqué tout son métier, qui à la fin m'a dit « Ne fais jamais ça, c'est le métier du diable ». Je me suis dit « Ça a l'air sympa ». Et 10 minutes, un quart d'heure après, j'ai croisé Benoît qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire l'an prochain ?» Et plutôt crever que lui dire la vérité, c'est-à-dire
chômeur dépressif. Dans le milieu, on dit freelance. et donc, je lui ai dit éditeur. Et il a dit moi aussi. Et je lui ai dit à la parisienne, faisons-le ensemble. Mais lui, il vient pas de Paris. Il a pris sérieusement. Il n'a pas compris que c'était genre ah, on se rappelle, ça me fait plaisir. Il m'a vraiment rappelé. Et du coup, sur un malentendu, on a monté cette maison d'édition. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de se faire reconnaître comme auteur. On est parti du principe que on est dans un pays, dans un milieu où en fait, tu ne travailles que dès lors que tu as déjà travaillé. Ouais. Tu fais des choses qui ressemblent déjà à ce qui est déjà fait. Ouais. Nous, c'était pas notre cas. Et donc, on s'est dit, on va se faire éditer. Comme ça, on sera édité. Et comme ça, les éditeurs nous éditeront. Alors, ça n'a pas très bien marché. Benoît, ça y est, il commence à être pas mal édité chez Atrabile récemment, et puis chez Cornelius avant. Moi, j'ai fait un album il y a 2 ans chez Delcourt, mais donc ça m'a pris quand même un peu 9 ans. Et entre-temps, le virus de l'édition m'a pris. Donc, on a commencé à travailler avec nos copains. Les gens qui étaient avec nous aux Arts Déco. Donc il y avait déjà Haute Picot, dont le Moi-Jeu avait déjà très très bien marché vraiment en artisanal, et qui a été en plus notre best-seller dès le départ. Donc en fait, quand on monte une maison d'édition et que tout d'un coup il y a un livre qui va se vendre, je crois qu'on est à plus de 20 000 exemplaires sur ce livre, donc c'est un peu fou. Du coup, ça permet de faire plein d'autres livres qui vont se vendre beaucoup moins bien. Et voilà, et l'idée de départ, au départ, c'était de faire des livres qui plaisaient à Benoît et à moi, sachant qu'on est des gens très 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 différents, on a des goûts très différents, et donc c'était le minimum de goûts en commun, ce qui en fait donnait une ligne éditoriale très pointu. Et moi, je me posais la question justement, le fait d'avoir la double casquette, d'être et auteur et éditeur, est-ce que ça facilite les choses? Parce que entre éditeur et auteur, c'est pas toujours très simple. Hein. Les enjeux sont pas les mêmes. Non, les enjeux sont pas les mêmes. Disons qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ça permet de mieux comprendre les problèmes de création. Et aussi les problèmes d'ego qui peuvent se poser. D'autre part, le fait d'être auteur, ça évite d'avoir ce syndrome de l'éditeur qui est auteur frustré. Et ce qui existe, qui est un éditeur qui veut que tu réalises ses fantasmes à lui d'écriture. Moi, j'ai pas ce problème-là. Si je veux vraiment écrire quelque chose, je vais l'écrire. Je vais le faire ailleurs. Je vais me débrouiller par moi-même. Et à la fin, je m'éditerai, puisqu'en fait, j'ai un éditeur convaincu de mon talent, c'est moi. et un auteur qui me lâchera jamais, c'est moi. Vous vous engueulez parfois, non? Pas mal, ouais. Je peux pas dire qu'on s'apprécie beaucoup, mais on n'a pas le choix, donc on fait avec. Donc voilà. Donc effectivement, ça permet de donner un petit peu de distance, d'avoir une empathie et aussi il y a une empathie quand tu travailles avec des auteurs, alors que toi-même tu es auteur et que tu vois très bien les questions qui peuvent se poser, quoi. Et autre question aussi très importante, vous nous avez fait le plaisir d'emmener des livres dont on a parlé d'ailleurs, parce qu'on les aime beaucoup, tu vois, le Fayot de base. C'est pas parce vous avez donné plein d'argent? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'oublie tout le temps. J'ai la valise là, 3. C'est d'accord. Comment est-ce qu'on se crée une ligne éditoriale dite indépendante? Alors, Et c'est quoi d'abord une ligne éditoriale indépendante? Alors il y a beaucoup à dire sur l'étiquette indépendante, qui est quand même un système de rangement. Il ne faut pas trop se leurrer, puisqu'on va trouver dans la BD indépendante plein de collections indépendantes chez des très gros éditeurs et des tout petits éditeurs qui font des choses plus grand public, qui ne ressortiront pas. Disons que la ligne éditoriale, c'est assez particulier parce que au départ, effectivement, nous, on avait cette contrainte de faire avec Benoît quelque chose qui nous tenait tous les deux. Quand Benoît a quitté le navire, je me suis retrouvé seul à essayer de garder ça, en fait, de garder ce côté pointu et un peu cette dichotomie entre des choses très arty et puis des choses plus grand public. Très typiquement, sur Varum, moi, on a toujours fait attention, et sur Varum, c'est pareil, à pas refaire le même livre. Et à s'éviter. Or, évidemment, quand on a sorti le Moi-Jeu,
dans les années qu'on suivit, on a reçu beaucoup d'histoires de filles qui racontaient leur vie avec humour. Et c'était des choses très bien, mais juste, on avait déjà fait moins jeu, on n'allait pas refaire quelque chose qui ressemblait. Oui, alors vous savez que nous, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un bon client. C'est-à-dire qu'on pourrait passer des heures à discuter avec vous. Je suis désolé. On va revenir sur vos livres rapidement juste après. On va essayer d'avancer. Oui, parce que... Emma, et puis on revient vers vous dans un instant. J'avais dit que je parlerais trop. Alors fais une petite pause et puis on présente des bouquins, promis. Voilà. Oui, parce que je tenais absolument à parler de ce livre-là. Il s'appelle Écume, c'est signé par une jeune fille, par deux jeunes filles d'ailleurs, Ingrid Chabert au scénario et Carole Morel au dessin. C'est paru, là on les a rencontrées lorsqu'elles étaient de passage à Angoulême en avant-première, mais ça vient tout juste de sortir. Vraiment un livre autobiographique extrêmement sensible, extrêmement bien dessiné. Enfin moi je suis totalement emballée par ce récit. On dit que la BD peut aussi être émouvante, on peut aussi pleurer en lisant de la bande dessinée, c'est assez rare pour être souligné. Donc allez lire Écume, mais on va rencontrer la scénariste et comme ça vous aurez son témoignage puisque c'est son histoire. Bonjour Ingrid Chabert. Bonjour Emmanuel. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous venez de publier avec Carole Morel un livre qui s'intitule Écume, qui vient de paraître aux éditions Stankiss et qui raconte une histoire qui est très très proche de la vôtre, sinon la vôtre complètement. Est-ce que c'est totalement autobiographique ? Oui, c'est autobiographique à peu près 97,9%. Donc oui, il y a une très grosse partie de moi, de ma vie et de ma compagne aussi dans ce premier roman graphique. C'est un livre qui raconte une histoire extrêmement dure, difficile, qui vous est arrivée, vous avez perdu un enfant. C'est très émouvant et en même temps, il fallait que ça sorte, il fallait que vous racontiez ça en bande dessinée. Oui, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver. Au début, je voulais essayer d'y arriver en roman, ça a été absolument impossible. J'ai dû laisser encore s'écouler pas mal de mois, voire d'années. Et le jour où je m'en suis sentie capable, c'est un peu sorti, voilà, c'est sorti tout seul et c'est sorti tout seul en bande dessinée. Donc voilà comment Écume a vu le jour. Pourquoi ça s'appelle Écume ? Parce qu'on est sur la mer, sur une espèce de vague de livres, de pages, mais Écume, ça représente quoi ? Alors Écume parce que le petit garçon qu'on a perdu pendant ma grossesse, nous l'avons conçu dans une clinique en Crète, donc forcément entouré de la mer. Et c'est la première chose que je voyais tous les jours en me levant quand j'étais là-bas. Et naturellement, on a un peu eu l'impression de donner son âme à la mer quand malheureusement il nous a quittés. Et donc on a aussi fait en sorte que ces cendres puissent rejoindre la mer Méditerranée pour s'approcher un petit peu de ces terres natales, entre guillemets. J'ai dit, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, évidemment, alors c'est l'histoire forte que vous racontez, mais c'est l'émotion qui transparaît. C'est-à-dire que c'est un récit qu'on lit, on ressent. C'est important quand il se passe des choses dans les pages, quand il se passe des choses dans un récit. Là, véritablement, on est touché. Vous avez réussi à transmettre ça. C'est gentil, c'est gentil. J'espérais arriver à toucher sans tomber justement dans le pathos, quoi. Voilà, je voulais pas non plus... alors c'est pas léger évidemment, c'est pas léger, ça ne pouvait pas l'être, mais voilà, j'avais envie de toucher sans en faire quelque chose non plus de trop larmoyant. Je pense que l'émotion se suffisait à elle-même sans en rajouter, et j'ai voulu essayer de faire ça le plus pur possible. Je l'ai dit, Ingrid est dessinée par Carole Morel. Comment vous l'avez trouvée et est-ce que c'était facile pour elle de se mettre dans votre peau parce que c'est vous qu'elle dessine tout au long des pages? Alors Carole, on l'a trouvée, à la base c'était pas elle qui avait travaillé sur ce projet quand on l'avait proposé aux éditeurs. Lorsqu'Elisabeth Haroche l'a proposé à Moïse Kissous, c'est l'éditrice de chez Stankiss, Elisabeth. Voilà, et l'éditrice externe, elle l'a proposé à Moïse, et donc le scénario était seul, et donc on a dû chercher une illustratrice, et l'une comme l'autre aimions beaucoup l'univers de Carole Morel, et donc je l'ai contactée tout naturellement, elle l'a lu, elle a été vraiment touchée, et il y a un merveilleux travail fait autour des couleurs. Oui. J'ai adoré ce qu'elle a proposé. Est-ce que ça c'était votre idée ou est-ce que c'est elle qui l'a initié? Du tout, c'est elle qui nous a proposé justement de passer avec ce traitement en noir et blanc et de réintégrer par toute petite touche la couleur pour montrer justement les phases du deuil et la couleur. Alors, j'explique, c'est qu'effectivement, c'est au fur et à mesure de la reconstruction, de votre reconstruction, les couleurs réapparaissent. Les couleurs reviennent petit à petit pour finir par complètement se réapproprier les pages. C'est une super jolie idée. Oui, elle a eu vraiment une belle idée. Ouais. Mais ce qui fait que du coup, ce récit qui aurait pu être difficile, le traitement graphique aide aussi, oui. Parce que finalement, plus elle va mieux, et plus les pages vont mieux, et plus du coup, vous voyez, on est en empathie avec ce personnage aussi grâce au dessin et aux couleurs. Oui, je pense